D'accord. Bonjour, chers maîtres. Bonjour, chers collègues. Nous avons l'honneur de vous présenter le cours sur les désordres électrolytiques sévères. Est-ce que tout le monde m'entend, s'il vous plaît? Oui. Oui, Isa. Merci beaucoup. Donc, ce cours a été préparé par les docteurs Aïssatou Bailo Baldé, docteur Abdoulaye Diop, docteur Babacar Lo Diop, docteur Pascal Ndongo Diok, docteur Mohamed Emane Toula Mamine et moi-même, docteur Isabelle Malou. Donc, le cours est scindé en deux parties. Nous allons d'abord aborder la question des dysnatrémies et ensuite, je vais céder la parole à docteur Babacar Diop qui va présenter les dyskaliémies. Diapo. Diapo. Donc, le plan que nous allons aborder pour la question des dysnatrémies est le suivant. D'abord, nous allons voir un chapitre d'introduction, un chapitre sur les rappels physiopathologiques, un chapitre sur les hyponatrémies, puis sur les hypernatrémies et enfin la conclusion. Donc, en guise d'introduction, nous pouvons dire pour la définition que les dysnatrémies sont des modifications de la concentration de sodium, quels que soient les mécanismes de cette variation. Donc, elles résultent d'inégalités entre les entrées et les sorties de sodium. Donc, l'intérêt de la question, ce sont des troubles fréquents en situation d'urgence qui sont asymptomatiques en cas d'hypo ou d'hypernatrémie légère à modérée et symptomatiques en cas de sévérité. Leur prise en charge doit être correcte et prudente car il y a un risque de complications iatrogènes pouvant engager le pronostic vital des patients tels que l'œdème cérébral et la myélinolyse centropontine. Pour le chapitre des rappels physiopathologiques, donc nous allons rappeler un peu la composition du milieu intérieur et ses variations. Donc l'eau totale représente 80 à 60% du poids corporel avec 3 compartiments intracellulaires qui représentent environ 60%, extracellulaires 40% composés du plasma et du liquide interstitiel et transcellulaire 1,5% composé des sécrétions du tube digestif, de la lymphe et du liquide céphalorachidien. Donc, durant la croissance, on observe chez l'enfant une variation importante du secteur extracellulaire. Il y a quelques particularités chez le nourrisson qui font qu'il est facilement exposé à un déséquilibre hydrique. D'abord, le renouvellement de l'eau est 3 à 4 fois plus élevé que chez l'adulte et les mécanismes de régulation chez l'enfant sont moins performants car ils dépendent de son entourage pour les apports. La capacité de concentration des urines est réduite et on a aussi une immaturité de la couche cornée pouvant favoriser une augmentation des pertes transcutanées. Donc, nous allons rappeler quelques notions importantes, les notions d'osmolarité et de tonicité plasmatique. Donc, l'osmolarité se définit par la somme des concentrations totales de toutes les molécules dissoutes dans 1 kg de solvant comme l'eau et la norme est à 290 milliosmoles par kilogramme d'eau. L'osmolarité se définit par la somme des concentrations totales de toutes les molécules dissoutes ou osmoles dans 1 litre de soluté tel que le plasma. Donc, elle peut être obtenue par la formule suivante, 2 fois Na plus K, sodium plus potassium, plus urée plus la glycémie. La valeur normale aussi est à 290 milliosmoles par kilo. Et en pratique courante, l'osmolarité est assimilée à l'osmolarité. La tonicité plasmatique ou osmolarité efficace correspond à la portion de l'osmolarité qui régit les mouvements à travers les cellules. Donc, la natrémie en est le déterminant essentiel et l'urée n'est pas pris en compte. Nous pouvons l'avoir par la formule suivante, natrémie fois 2 plus glycémie. Maintenant, nous allons parler des mouvements hydriques. L'eau diffuse librement entre les compartiments intra- et extracellulaires selon la loi de l'osmose. Donc, cette loi est la suivante. L'eau va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Dans les conditions physiologiques, il y a un équilibre entre les osmolarités du secteur intracellulaire et du secteur extracellulaire.
Donc, la pression osmotique est assurée par le potassium en intracellulaire et par le sodium en extracellulaire. Donc, en cas de modification de l'osmolarité plasmatique, on observe des mouvements d'eau. Donc, si l'osmolarité plasmatique augmente, il y a un mouvement d'eau hors de la cellule, ce qui va aboutir à une déshydratation intracellulaire. Et à l'opposé, lorsque l'osmolarité plasmatique baisse, il y a un mouvement d'eau vers la cellule qui va aboutir à une hyperhydratation intracellulaire. Donc, c'est ce qui est... c'est ce que ce schéma essaie de montrer. Donc, en cas d'isotonicité, lorsque la concentration entre le milieu intra- et extracellulaire, l'osmolarité est la même, il n'y a pas de mouvement d'eau. Mais si l'osmolarité du milieu extracellulaire baisse, il y a un mouvement d'eau vers la cellule, ce qui va entraîner une hyperhydratation intracellulaire. Et lorsque, à l'opposé, la concentration du milieu extracellulaire augmente, il y a un mouvement d'eau hors de la cellule, ce qui va entraîner une déshydratation intracellulaire. Donc, en termes de natrémie, en cas d'hyponatrémie, on a une hyperhydratation intracellulaire, sauf dans le cas des fausses hyponatrémies dont nous allons parler tout à l'heure. Et en cas d'hypernatrémie, on a une déshydratation intracellulaire. Donc, le bilan des entrées et des sorties de l'eau. Donc, pour les entrées d'eau, elles sont exogènes par l'alimentation, par les perfusions, et endogènes par l'oxydation des lipides, des protéines et des glucides. Les sorties, elles sont rénales, soumises à une régulation digestive et insensible, regroupant les pertes respiratoires et cutanées. Maintenant, pour la régulation des compartiments hydriques, on a une régulation de l'eau et une régulation de la balance hydrosodée. Donc, par rapport à la régulation de l'eau, l'ingestion d'eau est régulée par la sensation de soif, elle-même stimulée par l'hyperosmolarité et l'angiotensine 2. Quant à l'excrétion rénale du sodium, elle est sous le contrôle de l'hormone antidiurétique ADH, encore appelée vasopressine, qui est sécrétée sous l'effet d'osmorécepteurs hypothalamiques. Donc, l'ADH va agir comme suit. Elle va se lier au récepteur V2 de la cellule principale du tube collecteur et accroître la perméabilité à l'eau qui va diffuser dans la médullaire hypertonique. Donc, on aura comme résultat un volume d'urine qui sera diminué avec une osmolarité qui va augmenter. Donc, en d'autres termes, on aura une concentration des urines. Quant à la régulation de la balance hydrosodée, elle est sous le contrôle du système rénine-angiotensine. Donc, en cas de baisse de la perfusion rénale et de l'afflux de sodium au niveau de la macula densa, l'aldostérone va être sécrétée et va entraîner une augmentation de la réabsorption de NA au niveau du tube contourné distal et du tube collecteur. On a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, comme le facteur atrial natriurétique. Donc, le facteur atrial natriurétique va entraîner inhibe directement plutôt la réabsorption tubulaire de sodium au niveau apical. Son taux est très élevé à la naissance, puis ça diminue rapidement dès le premier mois de vie. On a également la dopamine qui peut agir à faible dose en augmentant le débit sanguin rénal et entraînant ainsi une augmentation du débit de filtration glomérulaire et donc de l'excrétion du sodium. Donc, c'en est fini pour le chapitre des rappels physiopathologiques. Nous allons aborder maintenant la question des hyponatrémies. Et le plan qui va être adopté est le suivant. Nous allons voir la définition, le diagnostic positif, les complications, le diagnostic différentiel, diagnostic étiologique et enfin le traitement. Donc, l'hyponatrémie se définit par une natrémie inférieure à 135 mmol par litre. Cette hyponatrémie peut être légère, comprise entre 130 et 134 mmol par litre, modérée, comprise entre 120 et 120 mmol par litre, ou sévère, comprise inférieure plutôt à 120 mmol par litre. Donc, elle peut être d'évolution aiguë, évoluant depuis moins de 48 heures, ou chronique, évoluant depuis plus de 48 heures. Donc, il est important de définir ce qui c'est une hyponatrémie vraie. Donc, dans l'hyponatrémie vraie, on a une osmolarité plasmatique qui est inférieure à 280 milliosmoles, un contenu en eau supérieur en contenu au